magnifique couleur déjà, hein. On reconnaît tout de suite cette couleur un petit peu partant sur le légèrement tuilé. On est plus sur le rouge rubis, effectivement. Une belle transparence, pas de gaz, pas de sédiment, quelque chose de superbe qui donne envie. Déjà, une belle brillance, un superbe éclat. Donc ça, c'est vrai que ça, tout de suite, ça plaît à l'œil, hein, comme une belle assiette pour un chef. Un vin éclatant pour un sommelier, ça a toujours beaucoup d'appétence. Nez franc, un nez marqué, mais, mais pas émacié. On est vraiment sur quelque chose de poétique, on est sur quelque chose de séducteur, on est sur quelque chose de gourmand. Ce côté confiture de cerise, on est sur ce côté un petit peu gelé de groseille. Ça tire un petit peu aussi sur ce côté framboise, mais confituré. Côté chaudron, ce qu'on fait confiturer, on appelle ça la réaction de Maillard en sommellerie, ce côté caramélisé finalement. On a aussi cette belle richesse qui commence à arriver sur le côté mentholé, légèrement eucalyptus. Moi, j'aime beaucoup penser à ce côté grain de fenouil, grain d'anis, comme parfois les pastis français aussi. Et puis, on a juste en trame, en fond, derrière, un peu comme une cape finalement, cet élément très légèrement toasté. On retrouve un petit peu ce côté céréalier, ce côté légèrement chocolaté, ce côté un peu café, mais sur plutôt des côtés un petit peu arabica avec une belle acidité qu'on devine. De par le vieillissement, de par le côté boisé, effectivement, le chêne, finalement, qui va apporter un petit peu cet habillage, qui va apporter cette structure, qui va créer un ensemble qui soit cohérent, qui soit équilibré. Le nez est magnifique. On a aussi cet élément un petit peu gentiane, un petit peu pivoine, un petit peu rose, qui est absolument magnifique. Pas mal de côté presque un peu violette ou aubépine. En France, on a ces bonbons à la violette que généralement on a quand on est sage. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais j'en garde un souvenir assez précis. Ce côté très ouais, confit de violette. Superbe équilibre, hein. On est sur quelque chose qui est très frais. On n'a pas du tout cette sensation de chaleur, on n'a pas du tout cette sensation de lourdeur. Les tanins sont d'un velouté extrême. Ça crée une sensation tactile qui est magnifique, qui se marierait magnifiquement avec des protéines animales un peu nobles. Je pense à du pigeon, je pense à du canard, mais plus que ça. Et dans l'ensemble ici, on a cette rondeur, on a ce côté gouléant, comme on le dit en France. Je crois qu'on dit aterciopelado en espagnol, où justement on va aller chercher ce côté velouté, ce côté onctueux. Ça va créer toute une sensation de plaisir, de la légère amertume sur la finale, le sucré sur le milieu de bouche, l'acidité sur l'attaque. Donc ça crée quelque chose qui est vraiment comme une vague qui arrive, et on note ici vraiment ce côté produit très bien fait. On reconnaît évidemment la trame du Cabernet Sauvignon, qui est évidemment la pierre angulaire des grands vins, au moins bordelais, chiliens également. Mais on reconnaît aussi, et ça c'est le marqueur de tes vins, évidemment, c'est cette notion de terroir. Un terroir en français, c'est le bon lieu, la bonne façon de faire par la bonne personne et avec le bon cépage. C'est la quintessence de tout ça. Mais un très grand terroir, c'est quelque chose qui se voit de manière quasi évidente. Et là, c'est effectivement le cas. On a un Cabernet Sauvignon qui a poussé lentement, qui a eu le soleil juste comme il fallait, qui n'a pas cuit, qui a été rafraîchi la nuit, parce qu'on sait les Andes ont évidemment cet impact majeur sur le fait que la vigne puisse se reposer et reprendre ses forces la nuit, puisque le froid redescend des Andes. On a aussi, là aussi, on mentionnait une maturité qui est parfaite, puisque parfois dans des régions chaudes comme le Chili, comme l'Argentine, comme le Brésil, comme le Portugal, on a parfois tendance à avoir trop de maturité et donc trop de sucre, ce qui crée un déséquilibre puissant, puis aussi un élément d'alcool qui est toujours un petit peu compliqué. Ça crée des vins qui sont capiteux, qui sont plus difficiles à aimer et à finir la bouteille facilement. Sur un comptoir, c'est notre ami. On a un lieu incroyable et qu'on découvre chaque jour. Tu sais, moi je suis avec Laurence, on est à la vigne tous les jours, hein. Il y a pas un autre moyen de faire le vin. Le vin se fait à la vigne, c'était pas ailleurs. Et on découvre vraiment ce terroir, les difficultés qu'il nous apporte, parce qu'on a énormément de difficultés, on a des gelées, tu vois. Bien sûr. Mais tout ça, ça apporte un plus. Tu vois, quand on a découvert il y a un an une village souterraine à peu près 6 mètres de profondeur. Et ça nous apporte quelque chose, c'est incroyable. Mais Même en termes minéral, en termes hydriques, en termes de stress hydrique aussi. exactement, tu vois, on craignait beaucoup. Et puis en fait, c'est tout ça qui fait que cet orage est unique, hein, et que ce vin-là, il est vraiment très particulier. Évidemment, c'est un Cabernet Sauvignon, tout ça. Mais toi, tu étais une des premières personnes à le goûter en France, en 2021 ou 2022, je disais ça. Tu m'avais dit deux choses. Une chose qu'il fallait, que c'était pas un vin chilien, et puis qu'il pinotait aussi.
qu'il avait quelque chose du Pinot. Pinoter, c'est toujours un peu particulier parce que c'est clivant. Ça veut dire que le Pinot c'est bien et que le Cabernet c'est mauvais, ce qui n'est pas le cas. Je suis bordelais. Je viens de cette région-là. J'ai mes premières émotions de vin, mes premières émotions de sommelier, les moments qui m'ont fait me dire que j'allais passer le reste de ma vie à servir du vin à des gens et en parler, c'est grâce au Cabernet Sauvignon. Donc par définition, c'est quelque chose que je respecte énormément. C'est quelque chose qui peut très vite tomber dans le burlesque, c'est quelque chose qui peut très vite tomber dans le cliché. On va tout de suite tomber dans ce côté un peu pâteau, un peu lourd, et quand on va essayer de répliquer ça, ça va devenir encore plus le cliché d'un cliché d'un cliché. Je trouve que ce Cabernet Sauvignon-là, quand je dis qu'il pilote, c'est qu'il a ces éléments que j'aime sur les grands Médocs, sur les grands Saint-Émilion, sur les grands Graves également, et Pessac-Léognan. C'est cet élément où il est juste, il s'exprime sans avoir de fioritures, sans avoir de faux, sans avoir d'éléments cachés, masqués, maquillés. On est sur une vraie expression qui effectivement reste sur la fraîcheur, qui reste sur l'acidité, qui reste sur le juteux. Et effectivement, en ça rappelle souvent les grands pinots noirs, entre autres de Bourgogne ou d'ailleurs. Il est magnifique au Chili aussi, grâce aux altitudes entre autres. Et on va aller chercher l'expression d'un Cabernet Sauvignon comme moi je l'entends, comme je pense il y a 50, 60 et plus de 100 ans, on les buvait. C'est-à-dire l'expression d'un sol, il n'y avait pas de travail dans les cuviers, il n'y avait pas de cuvier déjà à la base. Et donc, ce travail finalement d'un jus de raisin extrêmement bien fait, qui a bien poussé, qui a pris son temps, produit d'extrême qualité, et qui ensuite s'est juste transformé de par la fermentation alcoolique. Et donc, par rapport à l'élément de Pinot, c'est effectivement, je trouve qu'il y a cette légèreté, ce côté goulayant, on a envie d'y retourner, on a envie de, je n'ai pas ça. Une élégance aussi. Une suavité, une subtilité, et ça fera écho à ce que tu disais par rapport à ton terroir. Tu me disais qu'il est très difficile. Moi, quand tu me dis difficile, j'entends fragile. Et c'est la fragilité qui fait quelque chose de précieux. Mais toutes les choses géniales, et on peut parler de cristallerie, on peut parler de porcelaine, on peut parler de n'importe quoi, dès que ça devient fragile, ça veut dire que c'est précis, c'est fin. Et que forcément, il n'y a pas de place pour la mauvaise façon, il n'y a pas de place pour l'improvisation, il n'y a pas de place pour l'erreur, parce que dès qu'il y a une erreur, il y a forcément des dommages collatéraux. Donc forcément, ton travail, c'est un travail de funambule, c'est un travail d'horloger, c'est un travail d'orfèvre, d'aller faire tous ces réglages-là. Mais ça fait partie de ce qui, au final, crée un garde-temps liquide incroyable. C'est un amour de faire ce vin, mais un terroir hyper fragile. Ben, la fragilité, ça crée les plus belles choses. Moi, je pense à un souffleur de verre qui va effectivement aller souffler des choses extrêmement malléables et extrêmement fragiles, et un moindre goutte d'eau, moindre transpiration, moindre micro-choc va aller briser. Ça crée quelque chose qui peut être tout aussi infini que le temps peut lui donner, ou aussi fragile que le danger peut l'amener. Je pense que, outre tout l'élément d'historique qui est extrêmement touchant aussi, le vin, et c'est comme ça que moi je le proposais dans le restaurant où je travaillais avant, c'est un vin qui parle pour lui-même. L'histoire est magnifique, mais c'est pas du storytelling. Je trouve que l'émotion de la vigne, sa souffrance, sa difficulté à elle et sa fragilité par laquelle elle passe au sein de tes terroirs, au sein de ton vignoble, parce que tu viens à la sublimer de par le travail en vigne que tu fais et le très peu de travail en cuvier que tu fais, permet justement à cette fragilité, à cette délicatesse, à cette subtilité, à cette émotion, d'une manière ou d'une autre, de transparaître, de transpirer au travers du flacon. Et tu sais, un cuvier, on accompagne ce qui vient de la vigne. Voilà. Pour nous, le vin se fait à la vigne, ça ne fait pas un cuvier. Et on ne décide pas de ce que sera le vin. On ne décide pas, on va faire un vin comme ça. Le vin, c'est pour ça que toutes nos années sont différentes, tous nos millésimes sont totalement différents. On respecte exactement ce qui se passe dans l'année, et un cuvier, c'est vraiment une surveillance. Alors là, oui, il faut surveiller beaucoup, il faut avoir peur, tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien, on rajoute absolument rien. Moi, ce que j'aime sur ce Cabernet Sauvignon, c'est surtout cet élément où moi qui suis bordelais, moi qui ai eu mes premières émotions et qui ai su que j'allais destiner ma vie à être sommelier, c'est grâce au Cabernet Sauvignon. Et ce que j'aime sur ce Cabernet Sauvignon-là, c'est qu'il n'y a pas ce côté maquillé, il n'y a pas ce côté décoré, il n'y a pas ce côté un peu faux. On a bodybuildé ou juste simplement transformé de par des travails de levure extérieure, etc. On est sur une expression qui est celle de quelque chose qui est extrêmement subtil, fin, avec une belle rondeur. Il y a du caractère, évidemment, mais tous nos meilleurs amis ont toujours un petit peu de caractère, tout en ayant au fond de soi cette fragilité, cette délicatesse, ce côté très... Moi, ce que j'aime dans le grand Cabernet Sauvignon, c'est ce côté un peu universel. On parlait encore de musique tout à l'heure, mais
un grand morceau de musique, ça va émouvoir un enfant qui comprend rien dans la musique, ça va émouvoir un adolescent qui l'écoute, ça va émouvoir un adulte qui passe par des phases différentes et qui va l'analyser différemment, ça passe par un maître de musique ou un docteur en musique. Et c'est ça qui est magnifique, et je trouve que ce vin-là, cette expression-là d'un terroir chilien unique, comme tu me l'expliques, c'est que je peux tout à fait le présenter à des gens comme mes parents qui ont potentiellement jamais goûté aussi bien qu'un sommelier le fera de manière professionnelle. Je peux le faire goûter à ma sœur qui n'est pas fan de vin d'habitude, tout comme je peux le présenter à des amis sommeliers, des amis cavistes et des amis restaurateurs qui vont forcément percevoir beaucoup plus de choses, mais tous vont être touchés, tous vont être émus, et je pense que c'est ça le but véritable de ton métier, et moi comme ambassadeur, et mes collègues comme ambassadeurs de votre travail, c'est d'aller amener de l'émotion. Et ce que j'aime avec celle-ci, c'est qu'elle est totalement universelle, elle plaira à un connaisseur comme à un non-initié. Ce qui est bien, ce qui est beau aussi, c'est que ce vin il continue à grandir dans la bouteille. Il continue à avancer. C'est de vin de garde. Il a 18, il a 7 ans. C'est pas beaucoup. Mais on en a d'autres plus anciens. Et chaque fois, il nous émeut. Je sais pas si on dit comme ça. Si. Quand on ouvre une nouvelle, quand on le redécouvre, tous ils sont en train d'évoluer dans la bouteille. C'est ça qui nous plaît beaucoup. Quand je pense à des grands vins, par exemple les vins de Porto ou les vins de Madère, qui peuvent se garder parfois plusieurs centaines d'années, là aussi, il y a des grandes boissons qui subsistent encore sous l'époque de Napoléon ou même avant. Donc ça fait partie de tout ça, une bouteille de vin. Et typiquement, la construction que tu fais tous les jours résonne potentiellement dans l'éternité. Et je trouve que c'est comme je disais, un travail d'orfèvre, un travail d'horloger, un travail de joaillier, un travail de... Je me souviens, et tu te souviens aussi, de certaines de tes meilleures dégustations dans ta vie, et je me souviens des meilleurs moments de mes dégustations, et c'est des moments qui n'existent plus. Le vin est passé, peut-être que ces bouteilles n'existent plus tout court, qu'il n'y en a plus du tout, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti, je me souviens de ce que j'ai goûté, je me souviens à qui j'étais, et je pense que c'est aussi ça, les grands moments, et c'est le vecteur de grandes émotions, et ces émotions sont créées par des grands vignerons, des grands terroirs. C'est des grands terroirs surtout. Les vignerons, on est petits à côté. Non, oui et non, parce qu'il faut... Enfin, c'est ton côté très humble qui parle comme ça, mais c'est l'élément de se dire... Si, non, mais je le pense vraiment, je pense sincèrement que le terroir est hyper important, je te l'accorde. Mais, derrière tout ça, il faut quelqu'un qui sache l'utiliser, le sublimer. Quand t'as le meilleur et qu'ensuite t'as une vision et de comment le transformer, ça arrive à la quintessence du grand. C'est ma vision, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et ce que j'aime avec ce vin-là aussi, c'est que on parle souvent des vins avec des origines, surtout ici en France où c'est hyper important. Le vin français, forcément, il y a tellement d'appellations et d'expressions du vin. Mais je trouve que maintenant, de plus en plus dans tous les grands pays, la frontière est ténue entre les vins. Typiquement, avant, ils étaient extrêmement classiques. Les vins américains étaient reconnaissables, les vins chiliens étaient reconnaissables, les vins italiens étaient reconnaissables. Ce que j'aime avec ce vin-là, c'est que, et c'est comme ça que je le présentais dans mon ancien restaurant, c'est que je l'amenais à l'aveugle en disant voilà, est-ce que ce vin est vecteur d'émotion? Est-ce que ça vous plaît? Oui. Et ben voilà, c'est un vin chilien. On est à 14 000 km de Paris. On est dans un pays complètement opposé au nôtre, où il y a tous les types de climats, du plus froid au plus sec. Et on a cette vue magnifique sur le Pacifique quand on a la chance. Et typiquement, voilà, on est sur l'expression d'un terroir, que c'est juste un des très grands vins du monde. Il vient du Chili et j'ai la chance de pouvoir dire que, en plus de l'avoir goûté plusieurs fois, je peux en être l'ambassadeur parce que je trouve que c'est des vins d'émotion, c'est des vins qui sont magnifiques, c'est des vins qui méritent d'être dans nos caves de particuliers, dans nos caves de professionnels et sur nos tables de restaurateurs et de sommeliers. Et voilà, le seul vecteur important, c'est le terroir, l'émotion et l'homme derrière. Voilà. Donc merci à toi.